Resalut. C'est le moment de vous présenter les 20 livres que je devrais prioriser en 2025. Est-ce que j'ai tendance à toujours respecter cette notion de livre prioritaire? Pas nécessairement. Ça reste que c'est pas si mal que ça, parce que si on regarde les piles à lire annuelles que j'ai postées dans les dernières années, j'ai lu une grande majorité des livres que j'ai présentés. Cette fois-ci, on va quand même essayer de viser le 100%, donc voici les 20 livres que je dois avoir lus d'ici le 31 décembre 2025. J'ai organisé ma pile à lire avec des catégories différentes, comme j'aime bien le faire chaque année, parce que j'aime ça comme classer mes lectures de l'année dans des thèmes différents. Alors, la première catégorie, c'est la même à chaque année, et c'est celle des vétérans de ma palle. Parce que là, je suis allée voir mon document, ok? Et au sommet de ma palle, qui est classée en ordre d'ancienneté, il reste encore 4 livres de 2019. Puis même si dans ma tête, 2019, c'était il y a 3 ans, ben en 2025, là, ça va faire 6 ans. Donc voilà, ok, ça, ce sont les quatre priorités parmi les priorités. Le plus vieux livre de ma palle actuellement, c'est La Tour de Babylone de Ted Chiang. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction que j'ai déjà commencé, j'en ai lu quelques pages, mais il fallait que je m'arrête parce que je devais filmer une vidéo où je lisais un livre de tueurs en série qui passait plus de temps à se déshabiller qu'à tuer des gens. Et on dirait qu'après ça, j'ai comme oublié que je l'avais commencé, donc voilà. J'avais aimé les premières pages. Il faut que je lise les prochaines. Je sais en plus que ça va être bon, ok? J'ai déjà beaucoup aimé l'autre recueil de nouvelles de science-fiction de l'auteur qui était Expiration. Et il y a une des nouvelles là-dedans qui est l'inspiration du film Arrival. Le problème, je pense, c'est que j'ai tendance à jamais vraiment prioriser les recueils de nouvelles dans ma vie de lectrice, parce que c'est très difficile pour un recueil de comme être un gros coup de cœur, parce qu'il faut que chacune des nouvelles le soit. Mais ça reste que ça peut très bien être un bon moment de lecture. Ce sera lu en 2025, ok? Ce sera lu. Ok, maintenant le deuxième plus vieux livre, c'est un livre que j'ai mis dans mes vétérans de la palle de 2024. Spin de Robert Charles Wilson. Puis je l'ai tellement procrastiné que j'avais l'opportunité de l'insérer dans ma palle ultime, le défi où j'essaie de lire le plus possible des livres non lus de mes palles avant la fin de l'année. Et je l'ai même pas mis là-dedans. Donc là. J'ai pas le choix de lire. C'est une science-fiction qui commence avec la disparition soudaine des étoiles et de la lune. Le soleil est encore là, mais il est comme étrange. Et quand l'humanité va envoyer une sonde pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-haut, ben, ils vont découvrir qu'il y a des extraterrestres qui ont placé une barrière autour de la Terre. Donc on va suivre un jeune scientifique qui va essayer de son mieux d'empêcher l'apocalypse imminente. C'est ridicule, c'est genre totalement mon type de résumé. Pourquoi j'ai pas lu ça? Je vois totalement le scénario où je finis par enfin le lire et c'est comme un gros coup de cœur et je suis comme pourquoi j'ai pas lu ça avant? Ben oui, pourquoi? C'est toujours la question. Le troisième titre, c'est Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Je vous mets la version anglaise à l'écran parce qu'elle est beaucoup plus belle. Ça, c'est un contemporain qui est écrit par une poète. Un poète. Donc, de ce que j'en comprends, la plume va être vraiment très lyrique, atmosphérique. C'est une histoire qui se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils va écrire à sa mère qui ne peut pas lire. La lettre va déterrer l'historique de leur famille au Vietnam à l'époque où le protagoniste était même pas encore né. Et je pense que c'est un récit avec une assez haute charge émotive. On va parler de classe sociale, de race. Je pense que c'est quelque chose que je vais soit adorer ou alors j'accrocherai pas du tout au style de la plume puis ça va casser. J'ai aucune façon de savoir à l'avance de quel côté je vais tomber, donc j'ai hâte de découvrir. Ben pas si hâte que ça vu que je procrastine ce truc depuis longtemps. Ok, le quatrième vétéran de ma palle, c'est le pire. C'est le pire parce que Il était un fleuve de Diane Satterfield. Dans combien de piles à lire j'ai placé ceci? La raison pour laquelle j'arrête pas de le placer, c'est parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le seul autre livre de Diane Satterfield que j'ai lu. Pour vous redonner encore une fois le résumé, ça parle d'un homme qui débarque dans une taverne avec une petite fille noyée entre les bras. Elle va miraculeusement revenir à la vie quelques heures plus tard et je pense qu'au cours d'une année, on va suivre ces personnages qui découvrent peu à peu l'historique derrière cette petite fille, qui elle est, d'où elle vient. C'est un livre qui commence en hiver et je suis certaine qu'il sera très atmosphérique et douillet parce que je connais la plume de l'autrice. Et donc c'est le moment parfait de le lire. Est-ce que je vais le lire? La prochaine catégorie, c'est un peu une nouveauté. En bref, l'idée que j'avais, c'est
qu'il y a plusieurs autoristes que j'ai lus dans les 2 dernières années qui m'ont donné des gros coups de cœur 5 étoiles et que j'ai pas encore relus. Donc, c'est un peu ma catégorie de est-ce qu'il va y avoir une deuxième réussite? Est-ce que je suis officiellement en train de découvrir un de mes auteurs préférés à vie? Alors, la première candidate, c'est évident. Madame Tiffany McDaniel, c'est évident. J'ai choisi L'été où tout a fondu parce que dans la même année où j'ai décidé de lire Betty, j'ai vu beaucoup d'avis ultra positifs passer sur celui-ci. Je pense qu'il y a même des gens qui préfèrent ça à Betty. Donc, écoutez, si ça peut de quelque façon ressembler à mon livre préféré de tous les temps, je l'accepte. En plus, jusqu'à ce que je prépare cette vidéo hier, j'avais jamais lu le résumé et c'est vraiment intriguant. Ça parle d'un homme en 1984 aux États-Unis qui fait une annonce dans le journal pour inviter le diable à lui rendre visite et le lendemain, il va y avoir un petit garçon qui va se présenter comme le diable en personne. Les adultes vont pas nécessairement gober tout de suite cette version des faits, donc ils vont tenter d'enquêter sur ce garçon et il va y avoir une série d'événements étranges qui vont commencer à se produire au village. Je sais déjà que la plume sera la chose la plus parfaite au monde, donc est-ce que je vais trouver un autre de mes livres préférés grâce à Tiffany McDaniel? Je sais pas, j'espère que oui. La deuxième prédiction de coup de cœur, c'est Faithful de Alice Hoffman. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo de Pâle Ultime, c'est un livre que je m'étais donné à lire en 2024, mais que finalement j'avais eu un énorme coup de cœur pour Magic Lessons, fait que je m'étais dit non, je vais me garder ceci pour l'année prochaine au cas où j'ai du mal à trouver d'autres coups de cœur. Dans ce cas-ci, c'est un contemporain avec du réalisme magique qui parle d'une fille qui mène une vie comme des plus ordinaires. Et finalement, il y a une tragédie assez extraordinaire qui vient changer son destin en une nuit. On va parler de ce qui se produit après qu'une vie ait complètement été chamboulée. Et j'ai très hâte de voir ce sera quoi les petits éléments de magie au rendez-vous. Ça va être intéressant de redécouvrir la plume de Alice Hoffman dans un contexte moderne, puisque Magic Lessons se déroulait dans les années 1600. Je connais absolument personne qui a lu ce livre, donc vraiment mes attentes sont uniquement basées sur ce que j'aime déjà de l'autrice. J'espère ne pas être déçue. Ok, pour en finir avec cette catégorie, je vais mettre un livre de l'autrice qui est atterri au sommet de mon top 10 de 2023. A River Enchanted de Rebecca Ross, qui est bien sûr la personne qui a écrit Divine Rivalité. Cette fois-ci, c'est une fantaisie adulte qui s'inspire un peu des contes folkloriques écossais. Je sais pas exactement de quoi ça parle parce que je préfère m'y lancer vraiment en sachant le moins possible, mais je sais qu'on a un protagoniste qui utilise la musique comme de la magie. Et vraiment, toutes les critiques mentionnent que c'est un livre très atmosphérique et lyrique, ce qui pourrait être inquiétant parce que ça a ennuyé certaines personnes, mais moi, puisque j'ai déjà comme en quelque sorte validé la plume de l'autrice, je pense que ça va aller avec moi. Quoique Divine Rivalité, c'était jeune adulte, donc peut-être que la plume a genre changé, mais les deux livres ont été publiés à seulement genre une année d'intervalle, donc je pense pas que ça va être si flagrant que ça. Dans tous les cas, je suis prête à être charmée, je suis prête. Alors, la prochaine catégorie, c'est une catégorie que j'oublie comme toujours de faire chaque année. Et je finis par m'en mordre les doigts à chaque fois. Parce qu'en bref, je prépare toujours cette vidéo en regardant les livres que j'ai dans ma palle, sans réfléchir au fait que il y a des livres qui seront publiés cette année et que je suis certaine d'acheter et de lire cette année. Donc, ça me paraît vraiment logique de leur donner une place dans cette vidéo parce que oui, ok, je les ai pas présentement, mais c'est la palle de l'année. On va donc y aller avec 3 personnes qui sont des sources sûres pour moi. La première étant Taylor Jenkins Reid. Ma girl revient en 2024 avec... 2025, ok, faut qu'on s'habitue. Elle revient en 2025 avec... Atmosphère. Ok, mais genre, vous comprenez pas. Peu importe le résumé de ce livre, je l'aurais acheté. Mais là, le résumé, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un au FBI qui avait appelé Taylor Jenkins Reid puis qui lui avait dit « Hey, il y a une fille au Québec qui serait vraiment très contente que tu écrives un livre à propos de l'entraînement spatial. » Et elle était comme « Ok, j'en reviens pas. Mon autrice préférée parle de mon sujet préféré. » Donc en bref, la protagoniste, c'est une scientifique qui est sélectionnée pour faire partie du premier groupe de femmes qui va aller dans l'espace. Ça se déroule à Houston dans les années 80 et c'est littéralement comme un contexte sur lequel j'ai tellement lu de livres de non-fiction. C'est un sujet qui me passionne tellement, puis juste d'imaginer que je vais avoir droit à la plume, au personnage de Taylor Jenkins Reid dans cet environnement-là, je suis déjà prête à lui donner 5 étoiles. J'espère vraiment que ce sera le cas. Le prochain livre, When the Moon Hits Your Eye de John Scalzi. Je l'ai déjà précommandé, il sort le 25 mars et je suis prête. C'est un auteur de science-fiction qui a toujours mis beaucoup d'humour dans ses romans, mais là, depuis quelques livres, ok, il est vraiment juste... Il fonce dans la direction de l'absurde et c'est tellement un bonheur. Son livre Super méchant débutant est atterri ultra haut dans mon top 10 puis comme dès que j'ai vu le titre et le résumé de ce prochain livre, j'étais
Littéralement, le principe, c'est que la lune se transforme soudainement en un bloc de fromage. Je rigole pas, c'est pas des farces, c'est ça le but du livre. Mais ce qui est incroyable, c'est que je fais aveuglément confiance à l'auteur et je sais qu'il va réussir à utiliser ce concept d'une façon intelligente. La science va être intelligente. Et donc, si j'étais incapable de prédire chaque événement de Super Méchant Débutant, je veux même pas imaginer genre ce livre-là. Ça me fait vraiment plaisir de juste voir un auteur qui s'amuse complètement avec sa carrière puis qui se prend pas la tête et qui se prend pas au sérieux. J'adore très hâte de lire. Et évidemment, la dernière sortie que je lirai assurément, ben c'est le nouveau livre de Emily Henry, Great Big Beautiful Life, qui sort le 22 avril. Encore une fois, une autrice pour qui je prends même pas la peine de lire les résumés, mais pour cette vidéo, je l'ai fait, donc c'est de la romance contemporaine. On suit deux protagonistes qui sont des auteurs et qui se rendent sur une île pour écrire la biographie d'une femme très connue qui n'a pas été vue depuis longtemps. Mais cette femme-là fait pas juste leur donner le contrat à tous les deux, non, elle leur donne 1 mois d'essai et après 1 mois, ben elle va décider qui elle choisit. Évidemment, ça donnera suffisamment de temps à nos deux protagonistes pour tomber amoureux, je présume. Je suis curieuse de voir à quel endroit ça va se placer dans mon classement de Emily Henry. Tout ce que j'espère, c'est que je vais l'aimer un peu plus que Happy Place parce que c'est le seul qui m'a comme un peu déçu jusqu'à présent. Ok, maintenant je vais vous présenter 7 livres qui vont venir remplir 7 genres littéraires différents. On va commencer avec le contemporain. J'ai choisi Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un livre que je veux lire depuis un bon moment, mais que je remets toujours à plus tard, simplement parce qu'il fait 700 pages. Mais on s'entend qu'il y avait 2 de mes meilleures lectures de 2024 qui faisaient plus de 700 pages. Il faut vraiment que j'arrête de me freiner avec ça, ok? Il faut que je me rende ça dans le crâne. C'est un roman qui parle d'une femme qui quitte le Nigeria pour aller poursuivre ses études à Philadelphie. Elle laisse derrière elle son grand amour qui compte bientôt aller la rejoindre, mais après le 11 septembre, ben, les portes de l'Amérique, lui, sont fermées. Et donc, à la place, il va se retrouver à vivre à Londres dans des contextes vraiment dangereux parce qu'il n'a pas de documents. 15 ans plus tard, ils se réunissent à nouveau au Nigeria et je suis vraiment curieuse de voir comment ces lignes du temps vont être approchées. Est-ce que c'est progressif ou est-ce que c'est simultané? C'est un livre avec vraiment des critiques ultra positive, donc j'espère en faire partie. Pour ce qui est de la science-fiction, j'ai décidé de mettre Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. Il a été traduit en français sous le titre La mer de la tranquillité. Ça, c'est une œuvre qui se déroule après le Château de Verre, mais c'est pas comme une série officielle, c'est juste que il y a certains personnages qui reviennent, puis ça se déroule vraiment plus tard. Moi, je sais pas. On m'a juste dit que c'était comme après. Mais c'est correct parce que j'ai lu le Château de Verre. Par contre, je l'ai pas énormément aimé. J'espère que je vais plus aimer celui-ci. Je pense que oui, parce que cette autrice, c'est vraiment quelqu'un qui joue beaucoup avec les lignes du temps. Dans ce cas-ci, on a une ligne qui est à Vancouver en 1912 et une autre ligne qui est 500 ans plus tard dans une colonie sombre sur la Lune. Hello, colonie sur la Lune, je suis partante. Ça va être le 6e livre de sa part que je vais lire. Je suis vraiment contente de voir qu'elle continue à prendre une direction de science-fiction avec ses romans, parce que dans le passé, ses premiers, c'était genre du contemporain, puis il y en a que j'ai adoré, mais il y en a... En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Ça fait un moment que j'ai rien lu de sa part. Puis aussi, là, j'espère vraiment que je vais l'aimer, parce que ça, c'est un livre que je suis venue pour acheter. Je pensais qu'il serait 20-25$. Non, c'était 36$. Ok, puis j'étais tellement anxieuse à la caisse que j'ai pas été capable de dire à la caissière « Hey, sais-tu quoi finalement? Je vais laisser faire. » Je l'ai acheté. Faut vraiment que je l'aime. Faut que je l'aime. Pour ce qui est de la romance, je vais mettre Love Theoretically de Ali Hazelwood. Évidemment, c'est une autrice qui ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Mais moi, pour l'instant, ces romances adultes, il y en a pas une seule que j'ai pas aimée. Donc on suit une scientifique qui ne gagne pas assez d'argent avec son travail pour vivre. Donc à côté, elle offre des services de fausse petite amie pour des personnes qui ont besoin de paraître en couple pour un certain événement, un souper. Mais pendant un de ces services, elle se rend compte que le frère de son client, c'est un autre scientifique dans son domaine qui avait genre complètement ruiné la réputation de son mentor et qui se retrouve sur le comité des personnes qui doivent déterminer si la protagoniste peut accéder à son emploi de rêve. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer ici. Évidemment, on sait que ces deux-là vont tomber amoureux éventuellement, mais je me doute que ça va être ridicule, mais comme toujours, divertissant. Ali Hazelwood, elle sait comment me divertir. On va passer de la romance à l'horreur, mais je pense que c'est de l'horreur douce. Le livre, c'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. C'est un livre qui m'intrigue depuis vraiment longtemps. Je sais pas, il y a quelque chose avec le titre, la vibe, le résumé. On suit 2 femmes mariées et l'une d'entre elles vient tout juste de revenir d'une expédition sous-marine, genre profonde sous l'océan, qui a viré en catastrophe totale. Et ben, sa femme est contente,
contente de retrouver sa femme, mais elle se rend vite compte que sa femme a ramené avec elle sur la terre ferme une part de la catastrophe qui s'est passée dans l'eau. Je pense que oui, il va y avoir des trucs un peu horribles là-dedans, mais de ce que je comprends, c'est surtout une œuvre triste qui parle du deuil. Les avis sont un petit peu mitigés, mais je sais pas pourquoi, je vois les avis négatifs, je suis comme là, moi je vais aimer ça, je vais aimer ça. Je me suis aussi placé un roman historique avec The Porcelain Moon de Jenny Chang. J'avais adoré ces 2 premiers romans historiques, mais le 3e m'avait un petit peu déçu. J'espère que je vais l'aimer parce que j'ai aussi son 5e dans ma page. Genre vraiment, j'ai tellement aimé ces 2 premiers que j'ai juste acheté tout le reste. Mais voilà, celui-ci, ça se déroule en France en 1918. On suit une femme qui va fuir la maison de son oncle à Paris parce qu'il est en train de lui arranger genre un mariage à Shanghai puis il avait pas du tout. Et donc elle fuit, elle se fait héberger par une femme qui elle aussi est en train de planifier de fuir son mari violent. Les 2 femmes vont devenir très vite amies, mais l'hôtesse va comme découvrir que sa nouvelle amie lui cache un secret. Il faut que j'aime ceci, ok? Parce qu'il faut que je me lance dans l'autre livre en étant heureuse et excitée de le lire parce que j'ai aimé celui-ci. Pour ce qui est de la fantasy, j'ai enfin décidé de lire Six of Crows. J'ai vraiment pas aimé Grisha de Leigh Bardugo, mais de ce que je comprends, c'est pas parce que t'aimes pas Grisha que tu vas pas aimer ça. Les avis semblent tellement positifs, genre il y a tellement de personnes qui ont lu ce truc et c'est devenu leur livre préféré de tous les temps. J'aimerais ça être une de ces personnes. Parce qu'en soi, le résumé, c'est vraiment dans mes cordes. Ça parle de 6 jeunes qui ont tous comme des habilités différentes. Pas nécessairement magiques? Oui, magiques. Ils ont tous des habilités différentes et ils vont les utiliser pour planifier le vol du siècle. C'est une mission impossible, dangereuse, mais si ils la réussissent, ben ils vont être absolument très riches. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous pensez que je peux l'aimer. On va espérer que oui, Faut juste que ce soit comme infiniment moins fade que Grisha. Ok, pour en finir avec les genres littéraires, je vais lire une non-fiction que j'ai trouvée dans une boîte à livres de mon quartier. C'est Untamed de Glennon Doyle. Ça a été traduit en français sous le titre Indomptée. C'est une femme qui partage comment elle a réalisé très tard dans sa vie qu'elle était en fait pas hétéro et elle l'a réalisé en croisant le regard de la femme qui deviendrait plus tard sa femme. Elle parle aussi de comme la responsabilité d'être une mère et je pense que le message général du livre, c'est un truc qui nous encourage à comme vivre pleinement en devenant indompté. J'espère que ce sera pas trop cheesy pour moi. Là. Je vois dans les critiques que certaines personnes ont trouvé que c'était un peu, tu sais, le ton que certains livres de développement personnel ont, là. Mais je sais pas, je l'ai pas lu. J'espère que je vais l'aimer. C'est un livre qui me sort un peu de ma zone de confort parce que d'habitude, en non-fiction, c'est pas ce vers quoi j'ai tendance à graviter. Mais au pire, si je l'aime pas, ben je peux juste tout simplement le redéposer dans la boîte où je l'ai trouvé. Ok les amis, on est rendu à la partie la plus excitante de la vidéo. Parce que là, toute la vidéo, moi j'ai choisi ce que j'allais lire. Mais là, pour cette catégorie, ce sera le bocal des membres qui choisira. Si vous connaissez pas, le bocal des membres, c'est un avantage disponible pour les membres Petite Lune de la chaîne. En étant une Petite Lune, vous avez accès à une vidéo exclusive par mois, plus une suggestion que vous mettez chaque mois dans le bocal des membres, et ben, si je la pioche, je la lis. C'est un bon moment pour rejoindre la chaîne en ce moment, parce que la prochaine vidéo que je poste, c'est le bilan exclusif des livres que j'ai lus en 2024, et dont je n'ai pas osé parler publiquement. Donc si ça vous intéresse, et si vous aimeriez que je lise une de vos suggestions potentiellement dans le futur, ben, rejoignez les Petites Lunes, on est 42 présentement. Ok, donc voici comment ça va se passer. Il reste 3 places libres dans ma page, donc je vais piocher ceci 3 fois. Et ben, c'est ça que je vais lire. C'est l'heure de la première pige. Le voleur de plumes de Kirk W. Johnson, qui est une suggestion de Catherine. Je vais aller voir de quoi ça parle. Ok, je vois que Catherine me l'avait suggéré en disant que c'était une enquête journalistique qui se lisait comme un suspense. C'est un livre qu'elle avait jamais vu passer sur les réseaux, mais ça avait été un coup de cœur. Ok, je suis en train de lire le résumé, puis ça parle de quelqu'un qui a volé des oiseaux rares. Donc c'est du true crime, mais c'est pas le genre de true crime que je suis habituée de lire, donc c'est vraiment intriguant. Je suis meilleure pour donner des résumés quand j'ai eu de la préparation, donc je vais m'arrêter ici, mais je vous promets, je le lis et je vous en reparle. On va donc sélectionner notre deuxième livre.
Role-playing de Kathy Yardley, qui est la suggestion de Karine la bouquineuse. En fait, même avant Le Bocal des Membres, c'est un livre que Karine m'avait comme personnellement suggéré. Je me souviens plus c'était quoi l'élément qui lui avait fait dire que j'allais aimer. Ah! Ok, c'est une romance entre des gamers. Ça se développe comme virtuellement d'abord. Puis les deux assument des trucs sur l'autre qui sont pas vrais, puis finalement ils se rencontrent, puis ben ça se passe bien, je présume. Je pense que Karine me l'a recommandé parce que, si vous saviez pas, Noah et moi, on s'est rencontrés sur League of Legends. Donc, pendant longtemps, j'ai parlé à Noah sans que je l'ai vu dans la vraie vie. Et maintenant, ben, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ok, ben, j'ai hâte de le lire. Je suis toujours partante de me trouver des romances que je suis capable d'aimer. Bon, ben, on va piocher le dernier. Anima de Wajdi Mouawad. C'est une recommandation de Jo. Puis je suis vraiment contente de l'avoir pioché parce que ça fait longtemps qu'elle me l'a suggéré, puis ça fait longtemps que je veux le lire. Je pense que c'est la première fois fait que je lis le résumé. Lorsqu'il découvre le meurtre de sa femme, le protagoniste est tétanisé. Il doit à tout prix savoir qui a fait ça et qui donc si ce n'est pas lui. Il va donc se lancer dans une chasse à l'homme, blablabla. Ok. Ça sonne intéressant, ça sonne intéressant. Je vois que ma caméra n'a plus de batterie, donc je vais essayer de faire la conclusion le plus rapidement possible. Je vous ai présenté les livres que j'aimerais prioriser cette année, mais maintenant, je veux savoir c'est quoi les vôtres. Qu'est-ce qu'il faut que vous lisiez? Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans 2 semaines, je vais publier le bilan de mon année 2024. Soyez au rendez-vous parce qu'il va y avoir plein de stats et du gros montage long à faire. Si jamais vous n'avez pas envie d'attendre 2 semaines pour une vidéo, la semaine prochaine, c'est ma vidéo exclusive du mois. Et sinon, ben, on se revoit c'est ça, le 17 janvier à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!